Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Le point de vue est surplombant. Un logement est représenté sous forme de plans, mais pas ces plans aseptisés à la ligne informatique qui tapissent les murs des agences immobilières. Non, là le plan est porté par un trait crayonné, vibrant et vivant, qui figure toutes ces choses, petites et grandes, qui montrent un logement habité. Les meubles, bien sûr, mais aussi les coussins sur le canapé dont on perçoit presque le moelleux, le tapis à franges, les touches du piano, les couverts qui sèchent dans un récipient sur l'évier, le bureau un peu en bazar, le chat qui a grimpé sur la table de la cuisine et le pull oublié sur le dossier d'une chaise dans le salon. Et en même temps, un plan tout de même qui donne à voir la forme, l'échelle et l'agencement des pièces les unes par rapport aux autres. Une couche d'informations se superpose à cette description détaillée. Des aplats de couleurs, bleu, rose et jaune, figurent d'autres données qui ne sont pas de l'ordre du visible, mais relèvent de l'analyse. Ils représentent l'emprise spatiale du travail chez soi, la manière dont le télétravail prend place dans le logement d'Élise et de son mari, comment les espaces de l'intime cohabitent avec les espaces du travail. Se dessine ainsi une géographie fine du travail chez soi qui donne à voir la façon dont Élise réussit, tout en exerçant son activité professionnelle chez elle, à limiter strictement son implantation spatiale en cloisonnant les circulations et les accès aux pièces privées. Ce plan, dessiné par Sandra Villet, est extrait d'un projet de recherche dirigé par les sociologues Seili, Dufournet et Rosenblatt chez Leroy Merlin Source. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Sciences dessinées sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche et la production du savoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandra Villet, designer et dessinatrice, pour parler de dessin et de sociologie de l'habité. Rebonjour Sandra Villet. Bonjour. Donc vous avez collaboré étroitement avec des sociologues au sein de projets de recherche sur l'habitat, des projets qui sont portés par le réseau de chercheurs Leroy Merlin Source, et notamment un projet autour du télétravail qui est intitulé L'essor du travail multisitué chez soi, et aussi un projet sur ce qui se transforme dans le rapport à l'espace et dans les relations sociales intrafamiliales à l'arrivée du premier enfant. Et dans les deux cas, vous n'étiez pas là en tant qu'illustratrice, mais bien en tant qu'actrice de la recherche, puisque le dessin était intégré à la méthodologie de la recherche. On va y revenir en détail plus tard. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez revenir sur l'origine de ces projets et nous dire comment vous vous êtes retrouvés embarqués dans ces affaires de sociologie ? Oui, alors tout d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité à l'émission. Ça me fait très plaisir de pouvoir parler de ce travail que je fais avec Leroy Merlin Source et avec différentes recherches en sociologie. Voilà, et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir expliquer la façon dont le dessin participe de la recherche et justement, comme vous l'avez bien dit, n'est pas une simple illustration, mais vraiment un outil de recherche à part entière. Voilà, donc pour expliquer vraiment très simplement comment je me suis trouvée embarquée, parce que c'est vraiment le mot, en fait, c'est venu presque par hasard. C'est-à-dire qu'au départ, donc je travaillais au sein des chantiers de recherche Leroy Merlin Source, plutôt avec un œil de designer et sur l'habitat. Et puis, il s'est trouvé que, vraiment par hasard, comme je disais, un des chercheurs, un jour, nous a questionné au sein des correspondants Leroy Merlin Source sur ce que pouvait signifier être chez soi. Et être chez soi, c'est, en quelques mots, c'est à la fois tout le monde peut percevoir ce qu'il y a de sensible, d'intime, dans cette notion, et à la fois c'est très compliqué à expliquer en mots. Et j'avais fait le choix de lui envoyer quelques petits dessins vraiment très très simples sur ce que ça pouvait m'évoquer. À ma grande surprise, ça lui a énormément plu, tellement plu que ça a été le départ en fait d'une nouvelle collaboration avec Leroy Merlin Source, plutôt axée sur le dessin. Et ce que pouvait apporter et dire le dessin autrement que par les mots dans la recherche.
Donc suite à ça, j'ai été invitée à produire quelques planches dessinées sur la notion du chez-soi. Donc pour un ouvrage qui s'appelait Chez soi, le chez-soi à l'épreuve des pratiques professionnelles. Donc en fait, plusieurs professionnels, autant géographes que aides à domicile, évoquaient ce que pouvait être le chez-soi, l'intimité et l'intimité perturbée. Voilà, donc j'ai essayé de dessiner aux différents âges de la vie, de l'enfance à la vieillesse, ce que pouvait évoquer et ce que pouvait convoquer la notion du chez-soi. Voilà, et ensuite un chantier de recherche donc avait déjà été commencé sur travailler chez soi, le travail multisitué. Donc il y avait déjà eu un premier volet de la recherche qui avait été fait par les sociologues. Et c'est Pascal Dreyer qui, suite à ça, a proposé mon intégration à l'équipe de recherche pour un deuxième volet de la recherche. Voilà, en expliquant aux sociologues que peut-être ça pouvait être intéressant d'avoir un regard de dessin et un regard spécifique sur l'espace et la spatialité, l'intégration des corps, les mouvements des corps dans l'espace. Voilà, donc moi je suis arrivée au sein de l'équipe, pas forcément très à l'aise au début parce que je ne connaissais pas les chercheurs qui avaient déjà travaillé ensemble. Donc j'ai essayé d'amener des croquis, des dessins qui pouvaient représenter cette notion du travail chez soi. Donc je me suis j'ai été chez des connaissances qui travaillaient chez elles pour observer, dessiner, croquer. Je suis arrivée avec ce matériau pour discuter avec les sociologues et ça a été comme ça le début de la collaboration. Donc, qui s'est très bien déroulé ensuite. Si on rentre maintenant vraiment dans le contenu, dans la matière dessinée, quand on regarde vos travaux, qui sont tous d'ailleurs, je le dis aux auditeurs et aux auditrices, les rapports de recherche sous forme synthétique ou déployés sont disponibles sur le site Leroy Merlin Sources, et on voit que vous déployez en fait toute une typologie de dessins assez différents. En fait, il y a des croquis descriptifs, certains très minutieux, il y a des plans de logements légendés, dont un que j'ai essayé de décrire en introduction. Il y a aussi des sortes de portraits des personnes enquêtées et des mises en scène aussi projetées à partir des paroles des enquêtés. Donc on voit qu'on imagine en tout cas que chaque dessin a peut-être une fonction différente dans le travail de recherche et en tout cas soulève des attributs différents. Je vous propose qu'on prenne le temps d'en analyser quelques-uns et si ça vous va, et en plus vous l'avez évoqué là en parlant de votre embarcation dans le projet de recherche sur le travail chez soi. Commencer par le dessin in situ. Donc vous expliquez que vous avez accompagné en fait les sociologues sur le terrain. Vous étiez à leur côté pendant les entretiens dans le logement des personnes enquêtées. C'était aussi le cas, je crois, dans la recherche sur l'arrivée du premier enfant avec la sociologue Elsa Ramos. Est-ce que vous pouvez nous raconter concrètement comment ça se passe et comment, selon vous, le dessin peut agir comme méthode de relevé? Qu'est-ce qui vous permet de documenter et de voir sur le terrain? Oui, alors exactement. En fait, j'accompagne dans ces deux recherches, j'ai accompagné les sociologues sur le terrain. C'était important pour moi déjà de pouvoir recueillir la parole directement des enquêtés et puis de pouvoir les observer. L'idée, c'était vraiment, dans un premier temps, de me mettre à leur place. Donc, j'accompagne les sociologues, je me fais un peu petite, j'explique. Alors, c'est déjà une première chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, le dessin offre aussi une grande possibilité de dialogue. Et il y a une sorte de sympathie qui se crée, et c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer au cours des entretiens. C'est-à-dire que j'explique aux enquêtés que voilà, je vais faire des petits croquis, et il y a beaucoup moins de réticence, par exemple, qui pourrait se faire comparativement à la photo ou à la prise de vidéo. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les personnes étaient très ouvertes au dessin, elles étaient curieuses de voir, et je pense que le temps passé à faire un dessin est aussi une attention c'est se montrer attentif et attentionné à ce que va pouvoir montrer et dire la personne.
et que ça ouvre vraiment à une sorte de confiance et de paroles ouvertes. Donc ça, c'est vraiment chouette avec ce qu'on peut obtenir avec le dessin. Ensuite, moi donc j'accompagne les sociologues, j'ai mon carnet de croquis. Je prends quelques croquis sur le vif, principalement pour me rendre compte de l'espace, la disposition de l'espace, des pièces, comment vont s'agencer, où va pouvoir se mettre la personne qui travaille. Donc si on prend l'exemple du premier chantier de recherche sur travailler chez soi, j'ai demandé à chaque fois aux personnes de m'expliquer où est-ce qu'elles se mettaient pour travailler, de moi pouvoir m'asseoir à leur place, donc pouvoir me mettre un petit peu dans leur peau, dans la situation, de prendre un croquis de ce que, une fois que les personnes sont assises à leur bureau de travail ou en position de travail, ce qu'elles perçoivent de leur espace domestique. Donc des relevés un petit peu de plan. Et puis en fait, très vite, le fait de dessiner, en fait, c'est pour ça que je disais que c'est un outil de recherche, c'est-à-dire que l'observation de l'espace se fait aussi par le dessin. Je vais commencer à dessiner quelque chose qui va me pointer l'attention sur un détail que j'aurais peut-être pas forcément relevé si je l'avais pas dessiné, qui va m'amener à poser une question à la personne. Par exemple, ça va être, je vais me mettre dans sa position de travail, remarquer que peut-être la porte est ouverte, la porte fermée, donc je vais engager la conversation sur puisque vous en avez parlé en fait d'Élise, voilà ce rôle-là des portes et comment ouvrir et fermer les portes vont à la fois cloisonner, ouvrir l'espace et organiser le rythme de la journée entre temps de travail et temps domestique dans l'espace. Et qu'en fait ces portes-là, portes fermées, portes ouvertes, dans ce cas particulier, c'était vraiment quelque chose de très important, qui est venu en fait avec le dessin. Donc je vais dessiner comme ça va être un premier jet. En même temps, je vais aussi demander à la personne si je peux prendre quelques photos de relevés de travail. Donc voilà, vous articulez quand même photographie et dessin in situ et après redessin à partir de la photographie, c'est ça ? Exactement. Ça va être vraiment des photos que je vais prendre très rapidement, pas du tout exploitables, mais pour moi, pour me rappeler, parce qu'en fait, je peux pas tous les entretiens en moyenne vont durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Et pour moi, ça va pas être suffisant pour vraiment produire un nombre suffisant de dessins d'observation. Donc, je vais faire les dessins principaux pour vraiment me remémorer moi l'espace et les points importants que j'ai envie de creuser, et ensuite je vais à l'aide de ce matériau de dessin, de photos et de réécoute des entretiens. Ensuite, moi de mon côté, toute seule dans mon bureau, reprendre tous ces croquis, reprendre les plans, les reprendre au propre. Reprendre les photos et les croquis, et encore comparativement entre les photos et les croquis, ça va m'amener d'autres réflexions. Et là, je vais produire cette première couche de dessins qui vont être ce dont vous avez parlé, les plans un peu vus de dessus, qui sont pas forcément, pas que des plans, mais des plans dans lesquels je vais intégrer le mobilier, qui me semble très important. Donc avec un système assez simple d'ombrage, je vais essayer de dessiner le plus possible de choses pour arriver à être articulé entre des plans très synthétiques et le plus de choses que je peux faire entrer dedans pour que ce soit encore compréhensible. Donc ça va être la première couche de travail sur laquelle, après, à l'écoute des entretiens, je vais essayer de symboliser avec les couleurs, comme vous l'avez dit, les flux. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, notamment dans le chantier sur le travail chez soi, c'est vraiment les frottements temps-espace. Et on se rend compte que dans les mêmes espaces, au fur et à mesure du temps, les choses vont se dérouler différemment. Voilà, donc ces flux vont un petit peu se symboliser les frottements, se croiser, se superposer entre temps de travail et espace d'intimité, espace du privé, espace familiaux, temps familiaux. Voilà. Et ensuite, il va y avoir encore un troisième travail à partir de là. C'est les petits dessins dont vous avez parlé, des scénarios. Voilà, donc c'était ça. C'est encore un autre type de dessin là qui relève de la projection. C'est ça, à partir des paroles des personnes enquêtées, vous mettez en quelque sorte en scène les personnes interviewées dans les situations qu'elles décrivent. C'est ça ?
Exactement. Et donc, pour chaque personne, je vais essayer d'identifier. Donc là, c'est un travail que je fais pas du tout toute seule, que je vais faire vraiment en discussion avec les sociologues, qui vont être issus à la fois, eux, de leurs travaux de recherche, de leurs hypothèses et des miennes, sur des problématiques qui vont émerger suivant par exemple, donc, le cloisonnement, le dépassement des temps, la difficulté de couper du travail, la difficulté d'organiser vie familiale, vie privée. Donc, toutes ces problématiques que je vais essayer de symboliser dans des petits scénarios très simples. Donc là, on est plus sur la personne que je vais représenter au fur et à mesure de la journée, dans des positions différentes, dans des espaces différents, pour essayer de raconter. On est plus dans raconter, donc là, dans une dynamique de raconter au fur et à mesure de la journée les problématiques engendrées par le fait de travailler chez soi. Et ça, c'est vraiment un travail qui est fait avec les sociologues, vraiment en collaboration avec eux, leur recherche. Et pour vous, du point de vue de la dessinatrice, donc on comprend, donc vous le dites bien, que là il y a une coproduction avec les scientifiques, avec les sociologues, mais pour vous, quels sont les enjeux de cette traduction dessinée ? Est-ce qu'il y a des verrous particuliers ou des enjeux, je sais pas, je pense à la question de la ressemblance par exemple, ou de la vraisemblance versus l'anonymat en fait des personnes enquêtées. Est-ce que, comment vous abordez cet exercice-là ? Alors, c'est une transposition. Donc, dans le chantier sur Travailler chez soi, j'avais fait un premier portrait des personnes enquêtées pour qui je n'avais pas représenté le visage. Parce que pour moi, ce qui était intéressant dans ces portraits-là, c'est de montrer plutôt la tenue vestimentaire, qui est aussi un des enjeux de Travailler chez soi. Et du coup de focaliser là-dessus, comment elle travaille, parce qu'on a beaucoup entendu, notamment pendant le confinement, une libération de la parole, par exemple des femmes qui disaient que c'était pour elles une sorte de liberté, enfin, de pouvoir s'habiller comme elles avaient envie au travail, plutôt que d'avoir des remarques de leurs collègues. Donc une certaine attention sur la tenue vestimentaire, le confort, comment est-ce qu'on s'habille, par exemple, si on a des visioconférences en haut, en bas, est-ce qu'on est en pantoufles, parce que suivant les personnes, il y en a vraiment qui expliquent très très bien que elles vont rester en tenue d'intérieur, jusqu'à par exemple le temps de midi qui va être une coupure pendant laquelle elles vont par exemple aller faire du sport pour avoir aussi se rythmer leur journée de travail, et qu'ensuite elles vont s'habiller l'après-midi. D'autres personnes pour qui ça va être très important de prendre leur douche le matin pour se donner un rythme comme pour aller au travail. Donc cette tenue vestimentaire, c'est ce qui m'intéressait dans le portrait. Et ensuite, quand je vais les représenter dans le deuxième travail de dessin, donc où là on voit les personnes, la ressemblance, elle est pas. Moi, elle m'aide en fait. Les personnes que j'ai rencontrées m'aident pour arriver à leur donner plutôt une personnalité. C'est-à-dire que ce qui me paraît le plus important, les enjeux, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir une vingtaine d'années, qui commence à travailler ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt proche de la retraite ? Et du coup, les enjeux familiaux, les enjeux domestiques vont être différents. C'est plutôt ça, moi, qui m'apporte. Et du coup, le corps, l'importance du corps. Est-ce que c'est un homme ? Est-ce que c'est une femme ? Est-ce que c'est plutôt ces enjeux-là, plutôt que la ressemblance avec la personne. Elle n'est pas importante au final. C'est plutôt l'atmosphère et ce qui va être, je pense, les génériques en fait de la personne. Oui, que je vais pouvoir traduire. Ça renvoie aussi à l'exercice d'idéal type, qui est un exercice commun aux travaux en sociologie, mais qui a été un résultat important de cette recherche sur le travail chez soi. Donc là, en vous écoutant, on entend un peu tous les attributs du dessin, qui peut avoir des apports différents selon la manière dont il est mobilisé. Donc attributs d'attention in situ, attributs de
socialité aussi avec les enquêtés comme médiateurs, intermédiaires dans la recherche, capacité à incarner des résultats, à incarner une dynamique, à rendre tangible aussi toute une série de facteurs sociologiques importants pour construire des catégories analytiques et comprendre les situations. Mais j'avais envie un peu de vous poser une question à l'inverse. Donc on voit tout ce que peut le dessin en vous écoutant, mais ce qu'on ne voit pas peut-être, c'est si vous avez identifié au cours de ces expériences des endroits où justement le dessin ne peut pas agir. Est-ce qu'il y a des limites et des écueils auxquels vous vous êtes vu confrontés dans ces expériences? Alors, les limites, moi je dirais, c'est aussi, l'apport du dessin, je pense qu'il est vraiment dans le temps passé, et du coup qui en fait un outil d'observation privilégié, c'est-à-dire qu'on peut pas, en tout cas, moi je n'arrive pas à dessiner en très peu de temps, et du coup ce temps-là d'écoute, ce temps-là d'observation, il me permet moi de construire ma réflexion, et ma réflexion elle se co-construit avec le dessin, c'est-à-dire que vraiment les retours entre la pensée et la main qui dessine, elle est hyper importante. Et c'est aussi la limite du temps passé chez les enquêtés, qui me dit que j'ai pas identifié forcément tout ce qui pouvait l'être, et que parfois je me retrouve même avec les photos que j'ai prises et les dessins que j'ai faits à me dire ah mais zut, ça c'était comment, et là la personne comment elle faisait, et je pense par exemple à Élise qui décrit les bouquets de fleurs qu'elle peut mettre dans son bureau le matin pour accueillir ses patients. Une fois que je commence à dessiner, je me dis je l'ai peut-être pas questionné assez là-dessus, comment ça se passe par rapport à son jardin, voilà. Et la limite, elle est plus, du temps que ça peut prendre et du temps qu'il faudrait pour revenir dessus et revenir chez les enquêtés. Et peut-être une problématique qui s'est moins posée dans le deuxième chantier de recherche avec Elsa Ramos sur l'arrivée du premier enfant, puisque dans ces cas-là, en fait, on a suivi des couples pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'on les a rencontrés on les a rencontrés 4 fois chaque couple, avant qu'ils aient leur enfant, une fois que l'enfant est né, une fois que l'enfant commence à marcher à 4 pattes et une fois qu'il commençait à se déplacer. Donc là, on a vraiment eu plus de temps et du coup, plus de temps aussi pour revenir sur les questions qu'on n'aurait pas pu poser au cours des entretiens précédents. Contrairement à d'autres... Oui, pardon. Je voulais passer à ma question suivante. Vous l'avez un peu déjà évoqué, mais ça me semblait intéressant de poursuivre là-dessus. C'est que contrairement à d'autres disciplines comme la médecine, par exemple, et d'ailleurs vous faites aussi du dessin médical, le lien de la sociologie au dessin est traditionnellement plutôt distendu. Vous avez commencé à parler de l'origine du projet et comment vous êtes rentrée en vous faisant toute petite. C'est ce que vous avez dit dans le protocole de recherche, mais après vous avez énormément dessiné dans ces projets. Comment ont été reçus ces résultats un peu atypiques pour la sociologie, comment ils ont été reçus par le milieu académique? Alors, atypique, oui et non, parce que ça s'est énormément depuis quelques années. La sociologie a commencé à faire appel plutôt à la photo, mais depuis de nombreuses années, on a la revue dessinée, par exemple, qui où on a des collaborations entre recherche et sociologie. Il y a aussi une ligne qui n'existe plus maintenant, qui était... je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne sais plus chez quel éditeur de bande dessinée, où on avait des ouvrages qui étaient des collaborations entre sociologues et dessinateurs. C'est Sociorama chez Casterman. Oui, voilà, Casterman, oui. C'est ça. Et donc on a maintenant la sociologie et dessin, c'est devenu quelque chose de presque courant, mais en tout cas exploité moi je dirais pour le meilleur, quoi, vraiment. Donc par contre au début quand je suis arrivée, je disais toute petite parce que les sociologues avec qui j'ai travaillé pour travailler chez soi justement, eux faisaient beaucoup appel à la photo, mais le dessin aurait leur apporté.
Et au final... Alors Sandra, je suis désolée, on vous perd un peu. Est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, moi je vous entends très bien. D'accord. Vous m'entendez ? Oui, là ça y est, on vous a récupéré et malheureusement le temps passe et il nous reste une toute petite minute. Alors pour clore cet entretien, j'aurais voulu vous demander si vous aviez envie de partager une inspiration, une référence avec nos auditeurs et nos auditrices qui ferait écho au sujet de notre conversation d'aujourd'hui. Alors, j'en ai plusieurs et qui sont pas forcément complètement en lien direct avec la discussion d'aujourd'hui. Mais j'ai parlé de la revue dessinée, bien sûr, qui est vraiment importante dans ce travail-là entre sociologie et dessin. Sur l'espace, moi, quelque chose qui m'a beaucoup inspiré sur la réflexion sur l'espace à soi, c'est déjà le livre de Virginia Woolf, Une chambre à soi, qui rejoint des choses qu'on a pu discuter avec Elsa Ramos sur l'arrivée du premier enfant, qui pose aussi les questions du rôle de la femme et de l'homme, et de l'espace à soi, chez soi. Ensuite, je voulais sur le dessin. Alors, je vais parler d'un film, un film documentaire qui est passé sur Arte il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelle Aurora's Sunrise, d'Ina Saakian. Et en fait, pour moi, c'est un bon exemple parce que c'est un film documentaire qui mêle fiction, documentaire et dessin en fait, et animation. Et on voit en fait que dans une œuvre, le documentaire, la parole, la mise en abîme et le travail par le dessin disent des choses différentes, mais qui ont chacun leur place. Je vous remercie. Ça, c'est vraiment un très très beau documentaire, un très beau film. Voilà. Je vous remercie beaucoup. On va terminer là-dessus, et donc sur ces trois références en plus dans des régimes d'expression finalement différents et qui vont sans aucun doute trouver des échos chez nos auditeurs et nos auditrices. Merci beaucoup, Sandra Villet. Restez à l'écoute sur Radio Anthropocène. À suivre, une lecture par Bérénice Gagne, suivie de la chronique Interférence de Marceau Forêt. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.